Ne résistons pas à l'esprit, c'est l'intitulé du dernier message de la conférence des évêques du Togo sur la situation sociopolitique du pays. Un message empreint d'inquiétude face à l'évolution des dernières actualités sociopolitiques. Le climat sociopolitique togolais est devenu morose, du moins pour certains acteurs politiques et de la société civile, depuis la promulgation de la nouvelle constitution, faisant basculer le Togo dans un régime parlementaire. Dans son message, la conférence des évêques du Togo dit avoir appelé le chef de l'État d'alors, Faure Essossime Gnassingbé, à surseoir à la promulgation de la nouvelle constitution adoptée par des députés en fin de mandat. Un appel qui n'a pas été pris en compte selon les évêques. Ainsi, le Togo est passé officiellement à la 5e République dans un contexte de forte crispation, de lourdeur dans les cœurs et de frustration générale provoquée par des conditions de vie précaires de la population, précise le clergé. Il lance d'ailleurs un ultime appel aux autorités du pays à prendre conscience du malaise grandissant au sein de la population, à entendre la voix du peuple avec respect et prise en considération. La conférence des évêques du Togo suggère aussi aux autorités du pays d'engager un processus d'apaisement à travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Un appel fondé sur les convictions. Selon la conférence épiscopale, le pays court un danger en couvant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. En 2024, 1,9 million de personnes ont été confrontées à une faim qualifiée de catastrophique, selon le rapport mondial sur les crises alimentaires 2025 de l'ONU. Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis 2016, signe d'une aggravation majeure de l'insécurité alimentaire aiguë dans 53 pays et territoires. Au total, plus de 295 millions de personnes souffrent de faim aiguë, soit près de 14 millions de plus qu'en 2023. Le rapport indique que 22,6% de la population évaluée est touchée, un taux qui reste supérieur à 20% pour la 5e année consécutive. Les principales causes identifiées sont les conflits prolongés, les crises économiques, les événements climatiques extrêmes et les déplacements forcés. Ces facteurs combinés accentuent la vulnérabilité des populations dans les régions déjà fragiles, notamment dans la bande de Gaza, le Soudan, le Mali, le Soudan du Sud et Haïti. Par ailleurs, la malnutrition aiguë sévère touche 38 millions d'enfants de moins de 5 ans dans 26 zones de crise, accentuant la détresse sanitaire mondiale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qualifie ce rapport d'alarme, déplorant une hausse des besoins humanitaires face à une baisse drastique des financements. Il appelle à une mobilisation urgente pour éviter de laisser ces populations au bord du gouffre. Au Togo, une enquête a révélé que 68% des réserves administratives de l'État dans le Grand Lomé sont occupées illégalement. Face à cette problématique, l'État avait accordé en 2024 un délai aux occupants afin de libérer les parcelles concernées sous peine de mesures coercitives. Un an après cette mise en garde, le district autonome du Grand Lomé sera soumis à une vaste étude portant sur l'urbanisation anarchique, l'occupation illégale des réserves administratives, sans oublier l'encombrement des voies publiques. Il s'agit d'une initiative qui a pour but d'encadrer l'extension urbaine de Lomé et surtout d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. Prévue pour une durée de 4 mois, cette opération vise à recueillir des données fiables afin de proposer des stratégies adaptées à la gestion de l'espace urbain de la capitale Lomé. Rappelons qu'à la fin des travaux, des recommandations devront être formulées en matière d'aménagement, notamment en lien avec les zones inondables identifiées lors du plan directeur d'assainissement de 2024. Le Togo renforce ses dispositifs de lutte contre la pêche illicite, un fléau qui menace les ressources halieutiques, l'économie locale et la sécurité alimentaire des communautés côtières. En effet, l'exploitation illégale des ressources halieutiques par des navires souvent étrangers
entraîne des pertes économiques importantes, la destruction d'emplois et une dégradation accélérée des écosystèmes marins. Face à la pression croissante, les États membres du CPCO, Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, entendent instaurer une réponse concertée et durable. Il s'agit entre autres de la création d'un registre régional des navires autorisés, outil clé pour centraliser les données, harmoniser les contrôles et suivre en temps réel l'activité halieutique. Ce document va permettre au Togo de se doter d'un plan de lutte contre la pêche non déclarée et non réglementée. Quant aux navires illicites, les responsables de ces embarcations de pêche s'exposent dès lors à des sanctions pénales et seront confrontés à la rigueur de la loi en vigueur dans l'espace CEDEAO. Par ailleurs, en 2025, les autorités ont annoncé un repos biologique strict du 1er juillet au 31 août pour la pêche industrielle et du 1er au 31 juillet pour la pêche artisanale, tant en mer que sur le système lagunaire. Le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée est composé du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria et du Nigeria. En 2023, les exportations agricoles du Togo ont atteint 152,9 milliards de francs CFA, enregistrant une progression modérée par rapport à l'année 2022 selon la BCEAO. En effet, le cacao s'est affirmé comme le principal moteur de cette performance annuelle. Les recettes d'exportation générées par des légumineuses ont atteint 16,7 milliards de francs CFA grâce à une hausse significative des volumes exportés qui est passé de 8 357 à près de 13 000 tonnes. En revanche, la filière coton continue de décliner. Selon le rapport, en 2023, les ventes de fibres ont chuté en valeur, atteignant ainsi 19,1 milliards de francs CFA. Les agriculteurs togolais se détournent du coton pour cultiver les alternatives jugées plus rentables comme le soja. Par conséquent, la quantité de coton exporté a également diminué, revenant ainsi à 16 511 tonnes. Les exportations de produits alimentaires d'origine végétale, comprenant oléagineux, céréales, farines, fruits et légumes, quant à eux, ont augmenté de 109,1 milliards de francs CFA. Ce segment demeure donc dynamique, soutenu par une bonne performance des oléagineux. En ce qui concerne les exportations de matières premières agricoles, telles que les graines de coton et le bois, elles sont revenues à 2,9 milliards de francs CFA. L'Inde, le Burkina Faso et le Mali restent les principaux clients du Togo pour ces produits. Notons qu'entre 2019 et 2023, les exportations agricoles du Togo sont passées de 110 milliards de francs CFA à près de 153 milliards avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 8,41% malgré certaines fluctuations. Par la voix des enfants, le Soudan du Sud appelle à la paix. C'était lors de la célébration de la Journée internationale de la paix, organisée jeudi par la mission des Nations Unies à Djouba, capitale du pays. Aux amis lointains, aux soldats de la paix du monde entier qui viennent ici aider, guérir, sauver des vies, votre aide est gentille, vos efforts sont sincères. Aidez-nous, aidez la nation, aider les enfants à construire quelque chose de tout neuf. Nos cœurs se tendent vers la construction d'un pays où nous vivrons en paix. S'il vous plaît, dirigeants, prenez position contre la guerre. Dans ce pays balafré par la guerre, le poème des enfants amplifie le thème de l'événement. La paix commence par moi. Un appel à la responsabilité individuelle. Peace begins with me. La paix commence par moi est vraiment approprié. Surtout si l'on considère ce qui se passe dans le monde. Si nous adoptions ce thème, la paix commence par moi, le monde serait peut-être meilleur. Perhaps the world will be a better place. À cette occasion, un nouveau mémorial a été inauguré en hommage à l'effort de paix de 18 000 casques bleus civils et militaires au Soudan du Sud. Ce drapeau des Nations Unies devant le quartier général de la force, à partir d'aujourd'hui, ne flottera pas au gré du vent, mais au gré du dernier souffle de ces cœurs vaillants. La détérioration de la situation politique et sécuritaire menace depuis quelque temps la relative accalmie
au Soudan du Sud. Un événement pour promouvoir une mode plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. Dans les différents stands du salon Morocco Fashion Style & Tex de Casablanca, des centaines d'entreprises proposent des tissus écologiques et des produits recyclés. C'est le cas de cette société turque qui fabrique une gamme de fils à partir de matériaux 100% recyclés. It is a big honor for us to be here and promote our yarns, especially the eco-friendly, sustainable yarns, because c'est un grand honneur pour nous d'être ici et de promouvoir nos fils, en particulier les fils durables respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de promouvoir tous les types de fils avec la version écologique. Dans ce salon, les entreprises proposent des robes pour les occasions spéciales, des tricots et des milliers d'échantillons de tissus. D'autres encore utilisent de vieux morceaux de denim pour créer de nouveaux produits. Les tissus recyclés représentent l'un de nos produits phares. Nous produisons des articles écologiques à partir de tissus recyclés, tels que des vêtements, des sacs, des cahiers et bien d'autres articles au design innovant. Ces produits suscitent beaucoup d'intérêt sur le salon. L'industrie textile, souvent pointée du doigt pour son impact sur l'environnement, tente de se réinventer et propose une mode plus respectueuse. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux défis en raison de la dureté du marché et de la concurrence. Pour cette 10e édition du salon, qui se tient du 28 au 31 mai, plus de 20 000 personnes sont attendues. Environ 440 entreprises venues de 16 pays y présentent leurs nouveautés en matière de tissus. L'émotion est vive au Kenya. Ngugi wa Thiong'o, figure majeure de la littérature africaine, s'est éteint le 28 mai aux États-Unis après une longue maladie. Il avait 87 ans. Romancier, penseur, dramaturge, il a marqué des générations par ses engagements contre le colonialisme et pour la défense des langues africaines. Il a touché le cœur des gens. Les Africains ont vécu le colonialisme et il n'était pas seulement économique, c'était aussi une destruction culturelle. Parler de ça, c'était très impressionnant. Et à l'époque, c'était comme si il avait été envoyé par Dieu. Emprisonné dans les années 1970, contraint à l'exil, Ngugi n'a jamais cessé d'écrire. Petals of Blood, Decolonizing the Mind, The Wizard of the Crow, autant d'œuvres devenues emblématiques pour la jeunesse africaine. C'est une légende vivante, nous ne l'avons pas perdue et la meilleure façon de le montrer, c'est avec des exemples vivants, ses livres. Il est en transition, il vit à travers le travail de ses mains. Ngugi militait également pour une littérature enracinée dans les langues autochtones. Il avait abandonné l'anglais pour écrire en kikuyu, affirmant qu'une langue est aussi un vecteur de liberté. Un choix engagé devenu symbole de résistance intellectuelle qui a inspiré de nombreux écrivains du continent. Il aimait vraiment sa culture et son peuple et il l'a très bien documenté. Alors, en plus d'être un bon conteur, il a aussi posé les fondations pour que les Africains apprécient leur nom et leurs couleurs. Finaliste de Grand Prix littéraire, lu de Barack Obama à Chimamanda Ngozi Adichie, Ngugi wa Thiong'o laisse une œuvre célébrée comme un patrimoine culturel africain. Emmanuel Macron a annoncé jeudi la signature d'un nouveau partenariat de coopération stratégique entre la France et Singapour, lors de la 3e et dernière étape de sa tournée officielle en Asie du Sud-Est. Avec le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, le président français a assisté à la signature de 13 accords bilatéraux qui visent à intensifier les efforts communs dans la transformation numérique, la décarbonation ou encore l'énergie nucléaire. The first step on this path is clearly this global strategic partnership that we have signed. Because this is not just a statement of intent. It is a tangible roadmap to invent together in the fields of artificial intelligence, quantum tech, civil nuclear energy, education, cultural creation. Emmanuel Macron avait précédemment annoncé des accords commerciaux de plusieurs milliards d'euros avec le Vietnam et l'Indonésie.
Sa tournée asiatique se termine ce vendredi à Singapour, où il a prononcé le discours d'ouverture du sommet de la défense Shangri-La. Évoquant les tensions croissantes entre Washington et Pékin, Emmanuel Macron a appelé à de nouvelles coalitions entre d'autres pays. Il a également abordé la guerre à Gaza, estimant que l'Occident perdrait toute crédibilité s'il laissait faire Israël. La Russie intensifie ses frappes de drones et de missiles en Ukraine. La ville de Kharkiv et sa région à l'est du pays ont été particulièrement ciblées. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des bombardements ont provoqué des destructions massives et un incendie majeur dans un dépôt de bus. Le service d'urgence de l'État ukrainien fait état de 11 personnes blessées, dont 2 enfants. Au sud, la région d'Odessa a également été visée par une série d'attaques de drones russes. Un incendie majeur a touché une succursale d'un opérateur postal, endommageant plusieurs camions stationnés dans l'établissement. Aucune victime n'est à déplorer et le feu a depuis été maîtrisé. Les vents violents et les fortes pluies de ces 2 derniers jours ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs régions du nord de la Roumanie. Les services d'urgence ont déclaré que des centaines de personnes ont été évacuées des comtés de Kosvana, Brasov et de Botoșani. Ces inondations menacent également la mine de sel de Praid, l'une des plus grandes en Europe. Celle-ci abrite de nombreuses galeries et une chapelle, visitée chaque année par 1 demi-million de touristes. L'une des digues de protection de la mine, construite pour protéger les zones touristiques et minières, s'est effondrée ce jeudi. Les autorités roumaines attendent que le niveau de l'eau baisse pour commencer les travaux de consolidation. Orice intervenție este sistată la momentul actual. La suprafață, debitele de apă nu ne permit să intervenim fără a risca viața celor care intervin. Este o albie de pârâu pe muntele de Sare, o albie distrusă, afectată de falii. Sunt niște găuri în care ar putea intra orice utilaj. Budapest a proposé son aide pour restaurer les zones endommagées dans la mine de sel. Les fortes pluies ont provoqué des fissures dans le mur de protection du lit de la rivière Korunt, toute proche. L'eau s'est infiltrée dans les réseaux de galeries de la mine, compromettant sa stabilité et la sécurité des installations souterraines. Les autorités affirment que le danger n'est pas imminent, mais si l'eau reste dans les galeries, les piliers de sel pourraient commencer à se dissoudre. La multiplicité des termes employés en Europe pour évoquer la fin de vie indique la difficulté de l'encadrer par une loi. La France a fait mardi un pas dans cette direction avec l'adoption en première lecture par les députés d'un texte qui ouvre le droit à l'aide à mourir. Dans l'Union européenne, 4 pays membres autorisent l'euthanasie active. Les Pays-Bas ont ouvert la voie en 2001, suivi par la Belgique en 2002, le Luxembourg en 2009 et l'Espagne en 2021. Si chaque État dispose de sa propre définition et de son propre cadre, ces législations proposent des fondements identiques. Tout d'abord, la demande volontaire réitérée sans pression extérieure d'un patient qui doit être compétent et qui est atteint d'une affection médicale grave et incurable, qu'elle soit d'ordre pathologique ou accidentelle, affection médicale qui lui cause des souffrances inapaisables, qu'elles soient d'ordre physique ou psychique. La démarche à l'égard de l'euthanasie semble évoluer au cours des années dans les pays qui l'autorisent. Le temps pour les citoyens et le corps médical de s'adapter au texte. Ainsi, 9 958 euthanasies ont été déclarées en 2023 aux Pays-Bas, 3 423 en Belgique et 334 en Espagne. D'autres pays ont opté pour une autre approche de la fin de vie. L'Autriche et l'Allemagne ont décidé d'autoriser le suicide assisté. Dans ce cas-là, c'est le patient qui accomplit le geste qui met fin à sa vie, mais le produit est fourni par le personnel médical ou une tierce personne. Il y a aussi le cas de l'Italie. L'euthanasie est interdite, mais la justice a ouvert la voie au suicide assisté, mais sans un cadre fixé par une loi, comme dans le cas soulevé par le politicien Marco Cappato. Marco Cappato a accompagné des patients en Suisse et à son retour, il se dénonçait auprès des autorités. Le résultat, c'est qu'on a une décision de la Cour suprême en Italie qui, en quelque sorte, valide l'assistance au suicide dans des conditions relativement strictes.
Mais entre-temps, le Parlement n'a pas légiféré. Dans plusieurs pays, l'euthanasie est interdite, comme en Pologne, en Bulgarie, à Chypre ou encore à Malte. Au Portugal, le Parlement a approuvé l'euthanasie, mais la loi fait toujours l'objet de discussions. La Cour constitutionnelle a rejeté certaines dispositions.